On peut commencer, il est 10h30. Bienvenue à tous. Merci à ceux qui se sont connectés d'être avec nous aujourd'hui pour ce deuxième épisode de la série des webinaires des matinées du e-commerce durable. Donc les matinées du e-commerce durable, c'est l'événement dédié aux marques qui souhaitent améliorer leur impact sur l'environnement. Alors après le succès de la première édition qu'on avait fait en juillet avec Living Packets, on était obligé de recommencer, en fait. Donc pour rappel, le but de ces webinaires, c'est d'échanger avec des experts de solutions durables, donc aujourd'hui Vincent, de chez Climateed, et de leur demander de présenter les problématiques environnementales qui sont liées à leur secteur d'activité et surtout comment les résoudre. Donc aujourd'hui, la thématique de ce webinaire, c'est on va parler de réduction et de compensation des émissions de CO2. Pardon. Je me suis perdu dans le truc. On va parler de compensation carbone. On va parler de sensibilisation des consommateurs à l'impact carbone de leurs achats. Et notre invité aujourd'hui, c'est effectivement Vincent Loubinou de chez Climateed, qui est une plateforme partenaire de Paygreen depuis déjà quelques années et qui est spécialisée dans la compensation carbone volontaire. Donc Vincent, si tu veux bien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour à tous. Merci déjà Stéphane et à Paygreen pour l'invitation. On est toujours très heureux de pouvoir participer à vos webinaires. On avait suivi le premier, effectivement, c'était une très grande réussite. Donc nous, ça nous va bien de pouvoir participer au second. On espère que ça sera une réussite également. Donc moi, je m'appelle Vincent Loubinou, je suis responsable du business développement pour Climateed. Effectivement, Climateed a été lancé il y a 1 an et demi. On a créé une plateforme de mise en relation directe entre des projets qui permettent d'éviter ou de séquestrer des émissions de CO2, donc de toute typologie, de typologies très variées, avec des entreprises, des fonds d'investissement, des collectivités locales qui souhaitent, en parallèle de leur stratégie de réduction, compenser leurs émissions incompressibles. Et donc aujourd'hui, effectivement, on va vous parler en particulier du e-commerce, comment les e-commerçants travaillent sur ce point, comment ils souhaitent réduire leurs émissions de CO2, comment faire un bilan carbone et comment utiliser notre produit commun à la toute fin, on en parlera avec Stéphane, pour pouvoir engager les parties prenantes des e-commerçants dans ces stratégies de réduction et de compensation. Parfait. Merci Vincent. Je vais présenter Paygreen en quelques mots aussi avant de commencer. Donc très rapidement, le but c'est pas de faire de la publicité de nos sociétés évidemment. Donc Paygreen c'est une solution de paiement en ligne qui permet aux commerçants et aux e-commerçants plus particulièrement d'accepter les paiements par carte bancaire sur Internet. Et notre particularité, c'est qu'on est la première plateforme de paiement qui est centrée sur la résolution de problématiques sociales et environnementales. Donc pour la partie sociale, on a créé l'arrondi en ligne, qui est un outil qui propose aux clients des sites e-commerce d'arrondir leur panier et de faire un don à une association qui est choisie par le marchand. Et pour la partie environnementale, on a créé Tri, dont on va parler aujourd'hui, en fait, qui est un algorithme de calcul et de compensation carbone des achats sur Internet. Voilà. Donc fin de la publicité. On va commencer par vous présenter quelques chiffres, en fait. Dès que la slide change, voilà, parfait. Donc quelques chiffres clés sur le e-commerce. Donc 40 millions de Français achètent sur Internet en 2020, donc c'est 1 sur 3. 3,5 transactions en ligne par mois par acheteur. Habillement, produits culturels, tourisme et électroménager en tête des ventes. Donc clairement, on comprend ici que le e-commerce, c'est quelque chose qui est extrêmement large et comment dire, présent dans le quotidien de tous les Français. Donc c'est bon, ça tout le monde le sait en l'occurrence, mais on ne passe pas à côté. Et ce qui est intéressant ici, c'est vraiment les chiffres suivants. 70% des Français privilégient les sites qui mettent en avant une démarche responsable. 45% des e-commerçants prennent en compte la dimension environnementale. Et 40% des e-commerçants ont mis en place un plan interne de réduction de l'empreinte environnementale. Alors, ce qui est intéressant, en fait, avec ces chiffres clés, c'est que on se rend compte que le respect de l'environnement devient un argument stratégique pour un e-commerce et pour une activité d'entreprise en général. Et donc, on peut pas passer à côté, en fait. Et à mon sens, c'est poussé par, je pense, par les changements des modes de consommation des Français qui sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils consomment. Et du coup, les marques au sens large sont obligées de plus en plus à faire attention à leur politique RSE, à leur image pour continuer à vendre, en fait, pour continuer à exister. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous présenter une autre slide. Voilà, les aspects du e-commerce les plus consommateurs de CO2. Donc en fait, on voit que les émissions CO2 peuvent survenir à 3 moments principaux.
la production, l'expédition et l'achat et l'usage. Donc ça, c'est un podium qui est assez général, mais en réalité, ça dépend un peu ça dépend même intégralement du type d'activité qu'une entreprise peut avoir. Par exemple, dans le secteur de la mode habillement, qui est le secteur le plus fort en e-commerce en France, l'impact prépondérant, c'est la production et l'expédition, mais l'usage en lui-même n'a pas d'impact carbone en fait, parce que porter un t-shirt en soi n'a pas d'impact carbone, pardon. En revanche, pour le tourisme, par exemple, c'est exclusivement la production et l'usage. Du coup, le fait de prendre un avion, l'usage du produit, c'est ça qui a un impact carbone important. Pareil pour des produits de consommation courante d'électronique, comme par exemple un réfrigérateur. En fonction de la classe énergétique, c'est toujours l'usage et la production qui a un impact énorme. La commande, en revanche, est assez faible. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir. Et du coup, je vais laisser la parole à Vincent pour la suite, en fait, qui va nous parler de la première étape, en fait, pour une entreprise, hein, effectivement, en fonction de son activité, c'est de savoir son propre bilan carbone, en fait. À quel moment dans votre activité y a-t-il un impact carbone important et comment le mesurer? Alors oui, effectivement, pour pouvoir faire un bilan carbone, ce qui est très important, c'est de respecter des méthodologies internationales. La plus connue étant le GHG protocole, qui va édicter des règles de calcul sur différents scopes d'émissions pour les entreprises. Il y a 3 scopes principaux. Le scope 1, c'est les émissions qui sont afférentes à l'entreprise, qui sont liées à la production des produits de l'entreprise, à ce que l'entreprise détient réellement en sa possession. Le scope 2, ça va être les émissions indirectes liées à la consommation énergétique des bâtiments, par exemple, à la production d'électricité, qui va donc permettre la production, mais de manière indirecte. Et le scope 3, qui, pour les entreprises du e-commerce et même pour les entreprises plus largement, est le plus important, c'est toutes les émissions qui vont être générées par la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, par exemple, pour une banque, le scope 3 est immense puisque c'est les émissions qui sont liées à ses financements, aux prises de participation que la banque peut avoir dans telle ou telle entreprise. Et pour revenir sur le e-commerce, la stratégie pour pouvoir réduire des émissions est obligatoirement une stratégie qui est partenariale, puisque les émissions d'un e-commerçant, qui est souvent une plateforme de revente de produits, sont effectivement soit l'utilisation des produits qui sont vendus. C'était l'exemple de Stéphane avec le tourisme, quand on vend par exemple des billets d'avion, quand on vend une activité touristique, ou c'est la production de ces produits en amont. Donc finalement, pour un e-commerçant, la stratégie de réduction, elle est obligatoirement partenariale parce qu'elle doit se faire avec sa chaîne de valeur amont et et ses clients en aval. Et c'est pour ça que chez Climate Seed, nous, on a décidé avec Pegreen de travailler sur une stratégie pour pouvoir calculer les émissions, avoir une stratégie de réduction avec des partenaires identifiés et ensuite pouvoir les compenser, qui va sur l'ensemble de la chaîne de valeur et qui ne se contente pas uniquement d'être ciblé sur l'utilisation de la plateforme e-commerce en tant que telle. Ça, c'est très important. Ce que je peux conseiller, donc, c'est de vraiment comprendre les 3 scopes d'émissions dans un bilan carbone. C'est de regarder la méthodologie du GHG protocole qui est, selon moi, internationale et assez complète. Et enfin, de regarder les bases de données parce qu'on a la méthodologie de calcul et ensuite on a les facteurs d'émissions qui sont liés à ces méthodologies pour réellement calculer les émissions de CO2. Ces méthodologies tendent à être nationales. L'ADEME, par exemple, en France, a une base de données nationale avec des facteurs d'émissions très précis et très larges. Il y en a d'autres en Angleterre, en Espagne. Et donc, en fonction aussi du e-commerçant et de là où on a son activité économique, la base de données choisie est extrêmement importante.
Ok, d'accord, parfait. C'est intéressant. J'ai une question du coup par rapport à ça. Je sais que dans les inscriptions de notre webinaire, il y a des entreprises de différentes tailles qui vont de la très grande entreprise à la toute petite PME. Du coup, quel est le coût en fait pour une entreprise de créer, enfin de faire son bilan carbone? Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoirement à faire auprès d'un cabinet? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable en interne, peut-être suite à une formation, des choses comme ça? Est-ce que tu peux nous Alors en ça, dire plus? c'est une très bonne question. Avant de répondre directement à cette question, il faut savoir que la réglementation française oblige un bilan carbone quand une entreprise a plus de 500 employés. Ça fait suite au Grenelle de l'environnement en 2010, qui a été voté par le gouvernement Sarkozy. D'accord. Maintenant, pour répondre à ta question, effectivement, quand on est une entreprise de moins de 500 employés, on peut faire son bilan carbone pour avoir une éducation sur son impact. C'est la toute première étape d'une stratégie environnementale, c'est comprendre son impact sur la planète. Et ce coût-là, en fonction du cabinet, en fonction des scopes d'émissions que l'on souhaite calculer, peut extrêmement varier. Si on veut avoir réellement une idée des émissions de CO2 sur son scope 1, 2 et 3, et donc calculer les émissions de sa chaîne de valeur ou de l'utilisation de ses produits. Pour ça, il faut aller voir un cabinet qui est spécialisé. Les Ok. deux grands cabinets que moi j'ai en tête qui sont spécialisés sur ces questions, c'est Carbone 4 en France et Utopie. Et la prestation peut effectivement être assez chère. Par contre, si l'on souhaite avoir une idée du scope 1 et 2, c'est-à-dire les émissions liées à ce que l'on détient et les émissions qui sont liées à la production d'électricité et à la consommation énergétique des bâtiments et des serveurs, quand on est un e-commerçant, les serveurs, ça peut être important. Là, la Mhm. prestation, elle peut être faite par un cabinet beaucoup plus petit ou par ClimateSeed directement. Et là, ça se compte en milliers d'euros et c'est beaucoup moins cher. Donc en fait, le coût réel d'une prestation de calcul, pour moi, va être dépendant du calcul que l'on souhaite faire et si on intègre ou pas dans ce calcul le scope 3 des émissions de CO2. D'accord. Donc, ce que je retiens, c'est qu'en dessous de 500 employés, c'est donc volontaire de faire ce calcul. L'entreprise peut Complètement. choisir ou non de le faire. Au-dessus de 500, elle est obligée de toute façon. Donc, pour ceux qui nous regardent, qui sont en dessous de 500 employés, effectivement, ça reste quelque chose de faisable, en fait, si on compte pas le scope 3. Donc justement, bah, j'aimerais passer à la slide suivante et enchaîner sur la thématique de la compensation carbone volontaire. Là, c'est vraiment le domaine d'expertise de Climate Seed, hein. Donc je pense que tu peux nous expliquer plus en détail comment ça se passe. Littéralement, qu'est-ce que la compensation carbone volontaire? Alors, la compensation carbone volontaire, le principe, c'est qu'une tonne de CO2 émise quelque part peut être, par le financement de projets évitant ou séquestrant des émissions de CO2, compensée ailleurs. Donc, le carbone n'a pas de frontières. Dans l'atmosphère, une tonne de CO2 en France peut très bien être compensée au Guatemala, il y a aucun souci. Ensuite, pour pouvoir comprendre le marché de la compensation carbone volontaire, il faut en amont comprendre le marché réglementé du carbone, parce que c'est deux marchés que l'on confond souvent et qui n'ont pas de porosité, qui sont différents. Et d'ailleurs, le marché réglementé du carbone est plus connu. Il y a un film très connu qui a été fait, je crois, il y a 2 ans avec Gérard Depardieu qui en parle. Et donc, cette confusion peut amener certains problèmes de compréhension. Le marché réglementé du carbone, qui n'est pas le marché de la compensation, c'est un marché où on échange des quotas, alors que sur le marché de la compensation, on échange des crédits. Le quota de CO2, qui représente une tonne de CO2, c'est une limite d'émission à ne pas dépasser pour des entreprises qui sont considérées par la réglementation comme polluantes. La métallurgie, par exemple, les Air France, etc., etc. Donc, en fait, l'Union européenne va donner à ces entreprises, de manière très précise, un quota d'émissions, une limite d'émissions à ne pas dépasser. Et s'ils dépassent cette limite, ils doivent racheter des quotas à d'autres entreprises qui n'ont pas dépassé leur limite. Donc, ça crée un système international d'échange de quotas, mais on comprend bien que derrière ces quotas, il n'y a pas de projet. C'est un sous-jacent financier qui s'échange sur un marché sans qu'il y ait d'impact ou de projet réellement réalisé, monté avec ces quotas. Parallèlement à ça, suite au protocole de Kyoto en 1997, un marché de compensation carbone s'est monté parce qu'on souhaitait permettre le financement de projets dans des pays qui n'avaient pas les ressources pour faire leur transition énergétique.
Donc, l'idée du protocole, c'était de permettre le financement par les entreprises polluantes du Nord, mais non pas considérées comme polluantes par la réglementation, donc pas les entreprises forcément comme la métallurgie ou Air France, bien qu'elles aujourd'hui, elles participent de plus en plus au marché de la compensation. Donc, ces entreprises, en calculant leurs émissions, en identifiant les émissions incompressibles dont elles sont responsables, ont la possibilité de financer des projets qui permettent d'éviter ou de séquestrer des émissions de CO2. La séquestration ou l'évitement de ces émissions de CO2 est vérifiée par des standards internationaux, comme Gold Standard ou VCS. VCS, ça veut dire Verified Carbon Standard. C'est un acteur américain à dimension internationale et Gold Standard est un acteur suisse également à dimension internationale. Donc, ils vont sur place chaque année et ils vont calculer réellement l'évitement ou la séquestration des émissions de CO2 sur le périmètre du projet et vont donc délivrer ce qu'on appelle non pas des quotas mais des crédits carbone. Ces crédits carbone commercialisables sur un marché. Donc, le marché de la compensation carbone volontaire, il est très simple. C'est un marché qui va lier des entreprises, aujourd'hui de plus en plus des fonds d'investissement, des collectivités locales qui ont un bilan carbone réalisé, qui ont identifié des émissions incompressibles et qui souhaitent, dans leur stratégie environnementale ou en incluant cette compensation dans un produit pour se différencier sur leur marché, eh bien, compenser leur impact par un financement de projet qui permette d'éviter ou de séquestrer le même montant de CO2 calculé dans leur bilan carbone. La typologie de projet, et je pense que ça, c'est la slide suivante, est très large. On a des projets de reforestation, c'est les projets les plus connus, mais pas que. On a des projets d'agriculture qui permettent d'éviter ou de séquestrer plutôt de séquestrer des émissions de CO2 dans les sols en changeant les méthodes agricoles. On a des projets d'évitement de CO2 comme des projets liés à la gestion de l'eau, à la gestion des déchets, à l'efficacité énergétique et des projets surtout communautaires. C'est-à-dire que ces projets, en plus d'avoir un impact carbone, vont avoir un impact sur les communautés locales. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, le marché de la compensation carbone volontaire, c'est la porte d'entrée vers des objectifs qui flèchent les objectifs du développement durable. Donc, dans la stratégie RSE d'une entreprise, quand on choisit des projets de compensation et qu'on fait un portefeuille de projets de compensation, on va lier ce portefeuille avec des objectifs précis qui sont liés à sa stratégie RSE et qui vont donc au-delà de la stratégie carbone de l'entreprise. Aujourd'hui, sur le marché, on a presque tous les projets qui mettent en avant des impacts qui flèchent les objectifs de développement durable et qui flèchent notamment des impacts sur la biodiversité, des impacts plus larges sur l'environnement comme sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, des impacts sur la pauvreté, des impacts sur l'éducation des populations locales notamment. Donc ça, c'est très important de bien comprendre que le marché de la compensation carbone volontaire est en train de changer. C'est non plus un marché uniquement d'impact carbone, mais c'est un marché qui devient la porte d'entrée vers des impacts plus larges et qui est toujours lié au niveau de l'entreprise avec les objectifs de développement durable et avec la stratégie RSE de l'entreprise au sens large. Ok, parfait. Merci beaucoup pour cette réponse extrêmement complète pour le coup. Je voulais juste dire un truc rapidement à ceux qui nous écoutent. J'ai oublié au début. Vous pouvez totalement poser des questions en fait dans les commentaires si jamais il y a quelque chose qui vous semble peu clair ou quoi que ce soit en réalité. On va prendre un petit moment pour y répondre à la fin du webinaire. Donc n'hésitez pas, j'ai vu on a eu quelques bonjours dans le chat. Voilà, j'avais une question aussi par rapport au projet en fait, Vincent. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur où sont situés géographiquement ces projets? Est-ce qu'il y en a en France? Je sais que c'est un sujet intéressant. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, deux niveaux de réponse. Le premier, c'est qu'au moment de la signature du protocole de Kyoto en 1997, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but était d'apporter des financements dans les pays qui ne pouvaient pas faire leur transition énergétique par manque de ressources ou par manque de technologie. Aujourd'hui encore, 95% des projets de compensation carbone sur la planète sont situés dans l'hémisphère sud. On a un changement de dynamique depuis maintenant 1-2 ans qui tend à une relocalisation dans les pays du Nord parce que la demande de plus en plus des projets locaux dans les pays du Nord. La France est le fer de lance sur cette question. La France, en avril 2019, a lancé le label bas carbone
C'est l'ex-ministre François de Rugy qui a lancé ça, et va permettre, et permet déjà pour quelques projets, la certification de tonnes de CO2 évitées ou séquestrées sur 2 typologies de projets de manière très précise, sur la reforestation et l'agriculture. Donc ça vient de il y a 2 raisons principales à cela. Comme je le disais, la demande demande, parce que oui, effectivement, elle demande des projets de plus en plus locaux. Dans leur stratégie environnementale, elles souhaitent avoir une stratégie de compensation à l'international parce que les prix associés aux crédits internationaux sont souvent beaucoup plus faibles que les projets locaux. Différence de coût de la main-d'œuvre, différence de technologie, différence du prix de la terre. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent le prix beaucoup plus important dans les pays du Nord. Le deuxième facteur, c'est la nécessité d'augmenter nos puits de carbone pour arriver à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Presque tous les États européens, la France a été le premier, ont fixé l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. On a un gros problème, c'est que notre économie émet 6 fois plus de carbone que nos puits de carbone peuvent en capter. Ce qui justifie très simplement le fait que pour atteindre cette neutralité, on a l'obligation de limiter, réduire nos émissions de CO2, donc changer nos comportements. Mais si on veut limiter par 6, réduire par 6 nos émissions de CO2, on ne peut pas le faire sans changer réellement notre économie, totalement notre économie, de manière abrupte, et arriver à des stratégies de décroissance très dures. Donc, pour pouvoir arriver à cette neutralité, à cet équilibre entre les émissions de l'économie et arriver à la captation des puits de carbone, il faut financer des projets sur le territoire qui vont permettre de capter plus des CO2. Et donc, comment le gouvernement a voulu faire ça? Ils ont lancé le label bas carbone qui va permettre la certification de projets de reforestation et d'agriculture et recherche des financements pour ces projets. Donc, aujourd'hui, pour finir sur ce point-là, l'ADEME s'est positionné sur le sujet de la compensation carbone et a dit aux entreprises, pour pouvoir faire une stratégie de compensation carbone viable, vous devez avoir une stratégie qui est double, une stratégie internationale pour soutenir les projets et les populations locales qui en ont le plus besoin pour qu'ils réussissent leur transition énergétique, et aussi soutenir localement des projets avec potentiellement un nombre de crédits inférieur puisque le prix est beaucoup plus élevé et on comprend que les entreprises ont quand même une contrainte budgétaire, mais pour permettre de financer des projets sur le sol français qui va permettre d'accélérer la transition et arriver à la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est utopique de penser qu'en réduisant nos émissions de CO2 uniquement, et sans le financement de projets nouveaux sur notre territoire, on arrivera à la neutralité à l'horizon 2050. On n'arrivera pas à réduire par 6 nos émissions. Aujourd'hui, un Français moyen, c'est 12 tonnes de CO2. Donc, en moyenne, parce qu'on voyage, parce qu'on consomme, on émet 12 tonnes de CO2. Et les puits de carbone sur le territoire français, c'est 2 tonnes. Pour que chaque Français divise par 6 ses émissions, on ne consomme plus, on ne voyage plus, on reste chez soi. Et donc ça, évidemment, dans une économie de marché, c'est impossible. Donc, il faut faire les deux. Ok, très clair. Ce que je remarque, c'est qu'il y a dans ton discours, il y a beaucoup la notion du financement, du prix, des coûts qui reviennent, en fait. Donc, on sait que une tonne de CO2 égale un crédit carbone. Et quel est le coût, en fait, pour une entreprise ou un particulier d'un crédit carbone, en fait? Là aussi, 2 niveaux de réponse. Le coût à l'international, il va dépendre de la typologie de projet, il va dépendre de la localisation, mais pour donner une moyenne, il va se situer entre 6 et 12 € la tonne de CO2. Et on va dire plus localement, sur les nouveaux projets européens et notamment français qui sont en train de sortir de terre, et c'est pas une métaphore parce que c'est des projets forestiers agricoles, là on est sur des prix beaucoup plus élevés, entre 40 et 100 € la tonne, avec une moyenne quand même autour de 50 à 70 € la tonne de CO2. Et ce prix beaucoup plus élevé, donc il y a quand même un facteur 5 à 7 par rapport au prix des projets à l'international. Ce facteur 5 à 7 s'explique par le prix, le coût de la terre, le coût de la main-d'œuvre. Les salaires sont beaucoup différents, sont bien différents. Et c'est principalement ces 2 facteurs-là. Ok, d'accord, très clair. Donc, il n'y a pas un standard de prix, en fait. Ça dépend intégralement du projet qui est concerné et c'est ça qui va définir le prix du crédit, donc.
Complètement. C'est très intéressant. C'est pas un marché réglementé. À la différence du marché réglementé que j'ai expliqué tout à l'heure, où là, le prix du carbone est fixé par l'offre et la demande uniquement. Là, le prix des crédits carbone sur le marché volontaire du carbone est fixé par le porteur de projet au départ en fonction de la technologie. Donc, un projet d'énergie renouvelable va avoir un coût qui est complètement différent d'un projet beaucoup plus technologique de biogaz. D'accord. Très clair. Et ben, ça me permet d'ailleurs d'enchaîner parfaitement sur la suite. En fait, ça va te permettre d'en dire un peu plus sur Climate Seed, en fait. Ah non, attends, pardon. Donc, encore, il y avait encore cette slide avant de parler de Climate Seed, mais justement, je vous le dirai tout à l'heure, mais c'est justement ce qui vous caractérise, c'est que vous êtes extrêmement transparent sur les tarifs, en fait. Après, bon, bah, attends. Non, mais on peut parler effectivement des projets et des critères très précis appliqués pour le calcul des émissions de CO2 de ces projets. Il y en a 4 principaux: la mesurabilité, la vérifiabilité, la permanence et l'additionnalité. C'est-à-dire que les standards que j'ai nommés tout à l'heure, Gold Standard, VCS, il y en a d'autres, mais c'est les 2 principaux, vont vérifier sur le périmètre d'un projet ces 4 éléments. Donc, ils vont vérifier que les émissions de GES évitées doivent être comptabilisées sur la base d'une méthodologie validée. Ils vont vérifier qu'il y a bien un auditeur indépendant qui est allé annuellement sur le périmètre du projet, annuellement ou pas d'ailleurs, pour calculer les émissions carbone évitées ou séquestrées sur le périmètre du projet. Qu'il y ait une permanence de ces émissions, c'est-à-dire que chaque année, les émissions sont bien évitées ou séquestrées, et qu'ensuite, il y a une additionnalité. Alors, je m'arrête sur l'additionnalité parce que c'est le plus compliqué à comprendre. Pour l'additionnalité, il y a 2 niveaux. Le premier point sur l'additionnalité, c'est que il faut que les émissions soient évitées ou séquestrées par rapport à une situation de référence. Ouais. Effectivement, il faut calculer une situation de référence, des tonnes de CO2 d'une situation de référence, et bien montrer qu'il y a bien une réduction des émissions dans le temps. Le deuxième niveau d'additionnalité, c'est une additionnalité financière. C'est-à-dire que si le projet est rentable sans la vente de crédit carbone, sans la commercialisation de crédit carbone sur le marché du carbone volontaire, eh bien, il n'y a pas de crédit donné à ce projet et il ne peut pas commercialiser les crédits. Je donne un exemple tout simple pour comprendre ce principe d'additionnalité financière. Si je mets en place des éoliennes et un projet éolien et que la vente de l'électricité de ce projet éolien me permet d'être rentable sur le périmètre de mon projet, je n'ai pas le droit d'obtenir de la part de ces standards des crédits carbone à commercialiser sur les marchés carbone. Par contre, si je mets un projet éolien, que ça permet des émissions, de réduire des émissions dans le mix énergétique d'un pays, mais que ce projet n'est pas rentable parce qu'il est trop petit, parce que le mix énergétique est trop cher, parce que le coût de la technologie est trop cher, et que je souhaite utiliser les marchés carbone comme une nouvelle source de financement, eh bien là, le principe d'additionnalité financière est bien complet, et donc j'ai le droit à avoir des crédits carbone. Donc ça, c'est vérifié par ces standards. Je reviens aussi sur un point où je suis allé rapidement, c'est le point des auditeurs indépendants. Les standards VCS et Gold Standard ont le mandat d'écrire les méthodologies. Donc eux écrivent les méthodologies en fonction de la typologie de projet et ensuite mandatent des auditeurs indépendants, TÜV Nord par exemple, pour aller chaque année ou sur plusieurs années voir le projet et calculer en fonction de ces méthodologies, les réductions des émissions de CO2. D'accord. C'est très clair. Il y a une question dans le chat de Lucie Delzan. Comment s'assurer de l'additionnalité des projets? Alors, l'additionnalité des projets, c'est vérifié par les standards. Donc, dans la méthodologie écrite par les standards pour chaque typologie de projet, le standard met en place des critères d'additionnalité par rapport à la situation de référence, puisque de toute façon, la méthodologie est là pour calculer les émissions réduites ou évitées ou séquestrées sur le périmètre du projet. Pour l'additionnalité financière, va vérifier à chaque fois que dans le modèle économique du projet, eh bien, le projet ne soit pas rentable jusqu'à un certain niveau par rapport à la vente du produit du projet, l'électricité pour un projet d'énergie renouvelable, par exemple. D'accord. Merci pour cette réponse.
Je voulais passer à la suite du coup que j'avais déjà annoncé et du coup on avait loupé la slide. C'est justement sur Climateed à proprement parler. Comment vous assurez cette transparence en fait? Comment vous mettez en relation en final des entreprises qui font de la compensation carbone et des porteurs de projets environnementaux? Alors, chez Climateed, on a analysé le marché de la compensation carbone volontaire pendant 14 mois avant de lancer notre plateforme. Et on s'est rendu compte de trois problèmes majeurs. Le premier problème majeur, c'est une mauvaise connexion entre l'offre et la demande. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, 95% des projets sont dans l'hémisphère sud. Donc, pour une entreprise, trouver un projet, s'assurer de sa qualité et s'assurer de son principe d'additionnalité, par exemple, c'est très difficile. Le deuxième problème, c'est donc le risque économique ou réputationnel associé à ce choix de projet qui est loin de mon activité économique, puisque 95% des projets, encore une fois, sont dans l'hémisphère sud. Donc, problème de risque réputationnel et économique du fait du problème géographique que j'ai mentionné en premier. Et enfin, eh bien, le capitalisme étant bien fait, il y a des intermédiaires qui se sont positionnés pour faire le jeu de bascule entre l'offre et la demande. Ils ont bien compris ce problème géographique et donc ils ont décidé d'acheter les crédits carbone directement aux entreprises qui montent les projets pour ensuite les revendre aux entreprises qui souhaitent compenser leurs émissions. Eh bien, ces intermédiaires, j'ai envie de dire pour la plupart, mais ce n'est pas le cas pour certains, qui sont quand même nombreux, dans les prémices du marché et malheureusement encore aujourd'hui, achètent les crédits carbone en mettant la pression à la baisse sur les prix de ces crédits auprès des porteurs de projets et les revendent avec des marges qui peuvent être assez opaques et très peu transparentes. Il faut savoir que nous, on a co-créé la plateforme avec différents porteurs de projets et ces porteurs de projets nous ont raconté que ces intermédiaires venaient acheter la totalité des crédits carbone du projet parce que ces porteurs de projets ne savaient pas comment commercialiser ces crédits par rapport aux entreprises, souvent dans l'hémisphère nord, qui souhaitaient les acheter. Donc, ils avaient un pouvoir de négociation qui était très fort en achetant l'ensemble des crédits. Donc, ils mettaient la pression à la baisse. Donc, ce qui faisait que le porteur de projet, dans son modèle économique, eh bien, récupérait beaucoup, beaucoup moins d'argent. Et à la revente, la différence de prix pouvait aller jusqu'à 400-500% de marge pour certains intermédiaires. C'est un marché qui est non réglementé. Donc, finalement, la marge appliquée à la revente sur les prix des crédits carbone peut se faire à la tête du client, si j'ose parler ainsi. Donc, quand on a vraiment étudié ce marché, on est arrivé à un marché où 50% des projets de compensation carbone mouraient par manque de financement. On s'est dit que le marché de la compensation carbone volontaire était nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la nécessité de financer des projets qui permettent d'éviter ou de séquestrer des émissions de CO2 pour arriver à la neutralité carbone du territoire français. Mais pour arriver à la neutralité carbone du territoire du monde, en général, c'est la même réflexion. Donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser un marché avec 50% des porteurs de projets qui mourraient par manque de financement. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé une plateforme qui va directement mettre en relation l'offre et la demande, avec deux points différenciants principaux. Une sélection des projets poussés pour éviter le risque économique et réputationnel des entreprises à sélectionner des porteurs de projets, et un modèle économique transparent où on affiche notre marge et on affiche directement ce à quoi elle sert. Sur la sélection des projets, c'est une sélection en 3 étapes. On a créé des partenariats avec les standards pour n'avoir sur la plateforme que des projets qui sont certifiés par Gold Standard, VCS et d'autres standards que l'on a identifiés. On a créé tout un framework d'audit pour vraiment vérifier que les entreprises qui portent les projets ne comportent pas de risque réputationnel. Et on a créé un comité de durabilité qui vote à la majorité pour faire le lien entre les impacts carbone du projet et les impacts en termes de co-bénéfices.
c'est la fameuse porte d'entrée dont je parlais tout à l'heure. Il y a un impact carbone, mais il faut aussi vérifier l'impact en termes d'objectifs du développement durable, l'impact sur la pauvreté, l'impact sur les créations d'emplois. Tous ces impacts-là sont de plus en plus vérifiés par les standards, mais il y a encore des trous dans la raquette. Et donc, c'est le mandat de notre comité de durabilité de vérifier que ces impacts, en termes de co-bénéfices, soient qualifiés ou quantifiés. Ça, c'est notre processus de sélection en 3 étapes. On a 35 projets sur la plateforme aujourd'hui. Et ensuite, on s'est dit qu'on souhaitait avoir un modèle économique transparent. Donc, le prix du crédit carbone, lui, est fixé directement par les porteurs de projets. À la différence des autres intermédiaires, on n'achète pas les crédits. Donc, on n'est pas acheteur-revendeur. Le prix est fixé par les porteurs de projets. On négocie aucun prix. Donc, 100% du prix fixé par le porteur de projet lui revient sur le terrain. Et notre marge, elle est transparente, elle est de 15%. Et cette marge va payer plusieurs choses. Eh bien, l'audit sur l'ensemble des porteurs de projets, le comité de durabilité qui revoit l'ensemble des projets et qui fait le lien avec les objectifs du développement durable, et enfin, l'enregistrement dans les registres carbone de la transaction. Parce que ça a un coût. Il faut que la transaction soit enregistrée dans des registres. Quand vous achetez un crédit carbone, il faut bien que vous receviez la propriété de ce crédit. Et la propriété de ce crédit, eh bien, elle est enregistrée dans un registre. Eh bien, l'ouverture du compte dans ce registre et le transfert de propriété, c'est des coûts. Et ces coûts sont portés par la marge de 15% que l'on applique en plus du prix fixé par le porteur de projet. Et enfin, on est, comme c'est écrit sur la slide, je le gardais pour la fin, on est un social business. En fait, on est le premier social business lancé par le groupe BNP Paribas. Aujourd'hui, on est détenu à 100% par le groupe BNP Paribas. Et c'est d'ailleurs le groupe BNP Paribas qui nous aide à faire l'audit dont je parlais tout à l'heure sur les porteurs de projets. Et en tant que social business, on réinvestit l'entièreté de nos profits pour maximiser notre impact social et environnemental. C'est-à-dire qu'on ne paye pas de dividendes à notre actionnaire principal qui est le groupe BNP Paribas. Parfait, merci. C'est très clair, je pense. Je vais passer tout de suite à la suite parce que l'heure tourne. Je me permets d'avancer du coup. Je voulais nous recentrer un petit peu sur le e-commerce en fait et le développement durable. En fin de compte, le e-commerce c'était le sujet initial. La dernière étape, je pense, d'une bonne stratégie RSE après avoir fait le calcul de son empreinte carbone, d'avoir mis en place des mesures d'évitement et de compensation, c'est comment impliquer les consommateurs et les clients en fait des e-commerce dans cette démarche. Nous, on a retenu 4 points en fait qui permettent de faire ça. La première étape, c'est évidemment de communiquer cette démarche auprès des clients. Alors ça, je pense que toute entreprise qui a une politique RSE le fait et souvent ça se matérialise par un lien dans un footer qui s'appelle nos engagements ou développement durable où il est écrit tous les engagements qui sont mis en place. Donc c'est un très bon début et souvent c'est assez faible en fait dans le sens où tant la démarche est faite d'être, tant c'est public sur le site et c'est très bien, mais le consommateur il n'est pas impliqué en fait dans la démarche. Du coup c'est pas, il peut ne pas y aller en fait globalement. Donc ce qui est important c'est qu'au-delà de communiquer, il faut effectivement les sensibiliser. Il faut les sensibiliser, à mon sens, dans le parcours client, en fait. C'est ça qu'on fait nous chez Pegreen avec Tri, notre algorithme. C'est qu'on est capable d'aller de calculer le bilan carbone d'un acte d'achat ou d'une action sur une plateforme et du coup de pouvoir mettre un indicateur environnemental à l'endroit où le client se situe sur le site. Donc, par exemple, vous voyez à gauche dans cette maquette fictive pour le coup, qui est le choix du mode de livraison. Donc, quand un client arrive achète son produit et qu'il arrive dans la page de livraison, une bonne façon d'impliquer le client dans la politique RSE de l'entreprise, c'est d'afficher par exemple le bilan carbone du mode de livraison qu'il va choisir pour l'éduquer et le sensibiliser, lui permettre de choisir le mode de livraison qui est le plus éco-responsable. Donc dans ce cas-là, ça lui permet d'ajouter en fait une variable supplémentaire dans son choix qui est pas seulement le prix et le temps d'arrivée du colis, mais aussi est-ce que c'est environnemental ou non. Voilà, donc ça c'est juste un exemple de ce qu'on sait faire avec Tri en l'occurrence. Il y en a plein d'autres. Tout est envisageable en fait à partir du moment où on peut calculer l'impact carbone de quelque chose, on peut le placer n'importe où sur une page. Et ce qui est intéressant en fait avec ça, c'est que vraiment le client
il est au courant de ce que vous faites, il est impliqué dans la démarche et vous pouvez même aller plus loin en l'impliquant aussi dans le choix du projet soutenu. C'est comme ça qu'on travaille, nous, avec Climate Seed. En l'occurrence, j'en ai pas encore parlé, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on est partenaire. En fait, nous, Pegreen, avec Tri, on s'occupe de la partie calcul des émissions carbone et à chaque fois que le calcul, enfin que l'algorithme renvoie un résultat, en fait, c'est Climate Seed qui s'occupe de redistribuer, enfin disons, qui s'occupe des flux en fait. Donc ainsi, vous pouvez avec ce type de dispositif choisir vous-même les projets que vous allez financer sur votre plateforme et en informer vos clients par la même occasion. Voilà. Donc ça c'est disons à mon sens la dernière étape vraiment de la stratégie RSE. Si on parlait aux clients, est-ce que Vincent, toi, tu vois quelque chose en plus à ajouter éventuellement sur cette slide? Non, redire peut-être que effectivement, la stratégie de réduction et de compensation des émissions pour un e-commerçant, c'est une stratégie partenariale. Parce que les émissions carbone, le scope des émissions sont forts sur l'amont et sur l'aval. Donc, l'engagement des clients dans le choix de certains projets de compensation, dans la compréhension de leur impact sur leur mode de livraison, c'est quelque chose qui est très important parce que faire comprendre à ses clients qu'ils peuvent avoir un impact réduit, qu'ils peuvent aussi avoir un impact en compensant réellement les émissions carbone liées à leur parcours d'achat, c'est un engagement qui est extrêmement fort et ça va positionner la marque de manière extrêmement intéressante parce qu'on va faire comprendre à leurs clients que la marque a une stratégie globale. La marque a une stratégie de compréhension de son impact propre. La marque a une stratégie de réflexion avec ses fournisseurs sur la réduction de son impact, mais la marque a aussi une stratégie sur l'engagement de ses clients finaux, parce que le changement de comportement au niveau global dans la société se fera par les consommateurs. Et donc, aider ces consommateurs à comprendre leur impact et à avoir un impact justement sur ces émissions de CO2, c'est extrêmement important et c'est le rôle du e-commerçant que d'accompagner ses clients finaux dans cette compréhension. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Heureusement comment ah oui, en fait, j'ai pas d'autre conclusion. En fait, c'est vraiment un sujet qui est important pour nos deux sociétés en fait. Donc effectivement, on est tout le temps en train d'en parler pour le coup. Donc je suis donc effectivement très d'accord. Je passe à la dernière partie de ce webinaire qui sont en fait les quatre points à retenir. Hein, vous l'aurez compris, pour une stratégie bas carbone réussie. Donc, étape 1, réaliser un bilan carbone précis qui inclut tous les paramètres de votre activité. C'est ce qu'a présenté Vincent au tout début. Donc, on parlait par les entreprises de plus de 500 salariés ou de moins de 500 salariés. Donc, au-delà de 500, en fait, on est obligé de le faire. Mais en dessous de 500 salariés, c'est donc de la compensation carbone volontaire. Donc, vous n'êtes pas tenu de le faire officiellement, mais vous pouvez dans vos stratégies RSE. Point numéro 2, réduisez, évitez le maximum d'émissions de CO2. Ça tombe dans le sens où, effectivement, une fois qu'on sait ce qu'on consomme en carbone, j'entends, juste compenser, c'est bien, mais c'est pas suffisant. L'idée, c'est de émettre moins et de compenser ce qu'on n'arrive pas à limiter. Donc, ça nous permet le vrai impact, en fait, c'est d'avoir moins d'émissions, évidemment. Numéro 3, on sélectionne avec soin les projets de compensation pour les émissions résiduelles, donc celles qu'on n'arrive pas à compenser. Et étape 4, on étend la démarche à nos clients et on les inclut dans notre politique RSE en les sensibilisant, en expliquant exactement ce que l'on fait. Voilà, ceci clôt a priori ce webinaire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Vincent, peut-être avant la fin? Non, je pense que les e-commerçants ont un extraordinaire rôle à jouer dans ces nouvelles stratégies environnementales qui sont réfléchies au niveau de toutes les entreprises, parce qu'elles sont vraiment un intermédiaire, et donc elles sont connectées, encore une fois, en amont et en aval. Et pour revenir sur les 4 points très importants, sur effectivement réduire au maximum, puis compenser, c'est extrêmement important.
parce que la lisière entre une stratégie de compensation que nous, on aime nommer contribution climatique chez Climate Seed, cette lisière entre le greenwashing et une stratégie qui a réellement un impact sur ses clients, mais aussi sur l'environnement, elle est très fine. Parce que une entreprise qui ne réduirait pas en parallèle de sa compensation, et donc qui compenserait alors que son bilan carbone continuerait d'augmenter, se ferait taxer à juste titre de greenwashing. Tout à fait. Et donc, il faut bien comprendre que la compensation carbone n'est pas toujours associée à du greenwashing, si et seulement si ces stratégies de réduction en amont est bien calibrée, et si le choix des projets de compensation se fait avec un partenaire qui est transparent et qui a une expertise dans la sélection des projets. Et donc, cette lisière-là entre je suis un greenwasher parce que je ne réduis pas et finalement je fais un chèque de plus en plus gros pour pouvoir compenser mes émissions, avec une stratégie de communication transparente, je réduis, je comprends que je dois contribuer à la neutralité carbone de mon territoire, et donc pour ça, je choisis des projets locaux, et je comprends aussi que je dois financer des projets internationaux pour aider les populations locales là-bas à faire leur transition énergétique, parce que j'ai des émissions qui sont incompressibles. C'est deux choses qui sont complètement différentes, mais qui peuvent être associées par certains de manière égale, alors que ce n'est pas le cas. Tout à fait. Et j'aimerais ajouter aussi sur la partie e-commerce, ce qui est important, je trouve, c'est que en tant que consommateur, on se rend pas forcément compte de l'impact carbone du e-commerce parce qu'on est souvent assis dans notre canapé avec notre tablette et on achète des choses en ligne et on se rend pas compte en fait de toute la logistique que ça représente, alors on s'en rend compte, mais on n'y pense pas vraiment du voyage du produit jusqu'à notre lieu de vie, tout ça. En fait, donc le e-commerçant a un vrai rôle de sensibilisation, je pense, là-dedans, tout simplement. En fait, parce que c'est très facile, c'est tellement facile d'acheter des choses qu'on oublie peut-être que l'impact carbone du e-commerce peut parfois être même plus élevé que dans le commerce traditionnel ou local. Et du coup, c'est important, je pense, pour les commerçants de vraiment se positionner sur cette transparence et d'en parler à leurs clients. Voilà. Est-ce que vous, auditeurs, visionneurs de ce webinaire, avez des questions? Si oui, c'est le moment de les poser. Parce qu'on va bientôt clore cette session. Je voulais ajouter aussi, d'ailleurs, si jamais vous avez des questions, donc tout de suite, mais aussi moi et Vincent, peut-être, je suis pas sûr, on sera à ProDurable, au salon ProDurable à Paris lundi prochain, lundi, mardi, moi pour le coup, je sais pas toi, Vincent. Moi, je serai là mardi. Mardi, ok. Bah moi les 2 jours. Ah oui, toi tu seras là mardi parce qu'on anime une conférence sur cette même thématique pour le coup, en l'occurrence, avec Nicolas Veslem, qui est le CEO de Pegreen, et toi, Vincent, donc sur scène. Mais nous, on aura également un stand, donc si jamais vous voulez passer nous rencontrer en vrai et en savoir plus, ça peut être l'occasion. Sinon, dans la slide suivante, il y a nos informations de contact. Voilà. Donc, notez si vous souhaitez. Et enfin, donc il n'y a pas de questions, vraisemblablement. Il y en a eu une pendant le webinaire, mais il n'y en a plus. Donc, je vais tous vous remercier d'avoir été connectés aujourd'hui. Merci à toi, Vincent, d'être à toi et à Johanna pour venu. Du webinaire. Et effectivement, merci à Johanna également. C'est un plaisir de faire ça avec vous. Eh ben, c'est très chouette. Restez connectés. On va, connectés du coup pas aujourd'hui, mais on va vous informer des prochaines éditions de ce webinaire parce que je pense qu'il y en aura une 3e fatalement. Donc à très bientôt. Merci à tous et bonne journée. Merci, au revoir. Salut Vincent.